messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. Création de 12 nouveaux districts en Côte d'Ivoire gérés par des ministres-gouverneurs. Une décision du chef de l'État qui a présidé un conseil des ministres ce mercredi. Ces entités vont permettre de renforcer l'efficacité de l'action du gouvernement. Les élections partielles sénatoriales se tiennent également le 31 juillet pour le renouvellement de 5 sièges de sénateurs vacants. Le gouvernement met aussi l'accent sur la bonne gestion des affaires publiques. La haute autorité de la bonne gouvernance et le ministère en charge de la lutte contre la corruption mutualisent les actions. Ils ont défini un cadre de collaboration afin d'être plus efficace. Bientôt la mise en place d'un comité de travail permanent. En technologie, les choses avancent dans le pays. La Côte d'Ivoire produit ses premiers ordinateurs et smartphones. Le VITIB, la zone franche de Grand Bassam, a présenté officiellement le premier ordinateur desktop et le téléphone issu de sa chaîne d'assemblage au ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, Roger Adam. Et puis au Mali, Choguel Maïga promet de former un gouvernement inclusif d'ici à dimanche. Le Premier ministre a eu des entretiens avec le nouveau président Assimi Goïta. La CEDEAO, accompagnée de représentants de l'Union africaine et de l'ONU, il assure que le délai de la transition sera respecté. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé un conseil des ministres ce mercredi. À l'entame de la rencontre, le chef de l'État a annoncé la création de 12 nouveaux districts autonomes sur l'ensemble du territoire. Ces entités seront dirigées par des personnalités nommées en qualité de ministres-gouverneurs. Des détails avec Viviana Aimé. À l'entame du conseil des ministres de ce mercredi 9 juin, sous la présidence du chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, a fait une déclaration relative au point central de ce conseil, à savoir la création de 12 nouveaux districts autonomes, mis à part les 2 districts autonomes déjà existants, à savoir le district autonome d'Abidjan et le district autonome de Yamoussoukro. Le président de la République a expliqué le bien fondé de cette décision. La loi numéro 2014-451 du 5 août 2014 sur l'organisation générale de l'administration territoriale prévoit la création du district autonome. L'objectif de cette loi est de renforcer le maillage territorial de l'administration. Ainsi, le district autonome est un véritable pôle de développement local, regroupant au moins 2 régions. Il obéit dans son fonctionnement à la fois aux règles de la déconcentration et de la décentralisation. La création du district autonome vise à renforcer l'efficacité de l'action du gouvernement, notamment en ce qui concerne la coordination, l'évaluation, ainsi que le suivi de la bonne exécution des programmes et des projets de développement pour le bien-être de nos compatriotes. Par ailleurs, il est chargé de susciter et d'examiner en liaison avec les services techniques des ministères et des organismes publics d'une part et les collectivités territoriales d'autre part, la réalisation d'études prospectives. Ces études permettront l'établissement d'un schéma directeur et le livre blanc du district autonome pour le développement du district. Et ceux-ci seront donc approuvés et suivis par le gouvernement. Le district autonome exerce ses missions et ses attributions dans le strict respect de celles dévolues aux autres collectivités territoriales et aux entités ou services déconcentrés. À ce jour, comme vous le savez, seuls les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro existent. Toutefois, pour relever les défis d'un développement diversifié et équilibré sur l'ensemble du territoire national et conformément au 3e pilier de notre programme, la Côte d'Ivoire solidaire, il apparaît nécessaire de poursuivre le maillage territorial par la création de 12 nouveaux districts. Cette décision permettra la mise en œuvre
des projets de l'État dans toutes les localités du pays, à travers une surveillance et une supervision plus accrue. Les districts autonomes seront dirigés par des personnalités qui seront nommées en tant que ministres-gouverneurs. Je voudrais préciser que dans le cadre de l'optimisation des dépenses de l'État, j'ai instruit M. le Premier ministre à l'effet de prendre toutes les dispositions pour que la création des nouveaux districts n'ait pas d'impact budgétaire important cette année. Dans ce cadre, la répartition des impôts, initialement rétrocédée au district autonome d'Abidjan et de Yamoussoukro, sera étendue aux 12 nouveaux districts. Ces efforts de rationalisation viendront en complément des marges déjà réalisées avec la réduction de la taille du gouvernement. Dans cette perspective, je voudrais préciser que le personnel du district autonome sera aux 2/3 composé de fonctionnaires mis à sa disposition et un cadre organique des emplois sera fixé par décret pris en Conseil des ministres. Enfin, en plus du suivi régulier de l'action des ministres-gouverneurs par le Premier ministre, je présiderai chaque année une réunion d'évaluation et d'échange avec les ministres-gouverneurs de district. Pour mener à bien cette mission de renforcement de la décentralisation de l'action de l'État, notre choix se portera sur des hautes personnalités et des cadres expérimentés de notre pays, ayant une proximité avec les populations et provenant chacun des districts qu'ils dirigeront suite à leur nomination en qualité de ministre-gouverneur. Le Premier ministre et moi-même procéderons aux consultations dans les jours qui viennent et espérons pouvoir nommer les ministres-gouverneurs à la fin de ce mois de juin. En plus de la création de 12 nouveaux districts autonomes, plusieurs autres décisions ont été prises. Les élections partielles sénatoriales se tiennent le 31 juillet pour le renouvellement de 5 sièges de sénateurs vacants. La rencontre s'est également penchée sur la question de la fourniture de l'électricité. On retrouve Viviane Aïmen. Le décret de création de ces 12 nouveaux districts autonomes a été ratifié en Conseil des ministres ce mercredi 9 juin. Le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Koulibaly, a présenté à la presse la liste des 12 nouveaux districts autonomes qui viennent d'être créés. Il s'agit du district autonome du Bas-Sassandra, du district autonome de la Comoé, du district autonome du Denguélé, du district autonome du Godjibois, du district autonome des Lacs, du district autonome des Lagunes, du district autonome des Montagnes, du district autonome du Sassandra-Maraoué, du district autonome des Savanes, du district autonome de la vallée du Bandama, du district autonome du Ouroba et du district autonome du Zanzan. Autre point à l'ordre du jour du Conseil des ministres, l'organisation des élections sénatoriales partielles. Le premier décret porte convocation du collège électoral pour les élections partielles des sénateurs le 31 juillet 2021 dans les régions des Grands Ponts, du Kabadougou, du Bunkani, de la Nawa et du Gontougo. Conformément donc à la législation électorale en vigueur et sur proposition de la CEI, les collèges électoraux des circonscriptions électorales sus-indiquées sont convoqués pour les élections partielles en vue de pourvoir aux 5 sièges de sénateurs vacants dans ces régions. Le scrutin sera ouvert à 8 h et clos à 18 h. De l'espoir dans un proche horizon, a annoncé le Conseil des ministres,
concernant la fourniture de l'électricité à Abidjan et l'ensemble du territoire national. À partir du début du mois de juillet, la fourniture électrique sera continue pour les ménages. Donc à partir de début juillet, nous aurons une fourniture électrique continue pour les ménages. En ce qui concerne donc les industriels, ce sera vers la mi-juillet que la fourniture sera continue. Le Conseil a aussi pris un décret relatif à l'ouverture en octobre prochain de l'Université de San Pedro, nouvellement construite. Le Conseil a adopté un décret visant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Université de San Pedro. Créée dans le cadre de la mise en œuvre de la carte universitaire qui se traduit par la création d'universités publiques dans les grandes régions du pays, l'Université de San Pedro, dont l'ouverture est prévue en octobre 2021, est notamment chargée d'assurer la formation initiale et continue, ainsi que la recherche scientifique et technologique dans les domaines suivants: les sciences de la mer et de la construction navale, de l'agriculture, des ressources halieutiques et de l'agro-industrie, du bâtiment et des travaux publics, du tourisme et de l'hôtellerie, des transports et de la logistique et des sciences de la médecine. Cette université publique, issue de la vision prospective du président de la République, permettra d'augmenter la capacité d'accueil des universités publiques pour faire face au nombre de plus en plus croissant de bacheliers, de développer des offres de formation adaptées aux besoins de l'économie nationale et plus spécifiquement de valoriser les potentialités économiques régionales. Le Conseil a par ailleurs ratifié la liste des nominations des directeurs de cabinet et secrétaires d'État des différents départements ministériels. Retour de l'ancien président Laurent Gbagbo le 17 juin prochain. Et quelle sera la nature de l'accueil qui lui sera réservé? Le sujet alimente l'actualité nationale. La question a été posée au porte-parole du gouvernement. Alors sur cette question, je pense que nous nous sommes suffisamment exprimés. Monsieur le Président de la République, vous vous en souvenez, au cours d'une adresse qu'il a faite en ouverture de conseil, a clairement exprimé que M. Laurent Gbagbo pouvait rentrer en Côte d'Ivoire. Cette volonté, elle est claire, elle est affichée, et c'est dans ce cadre que nous travaillons. Donc je voudrais dire ici à tout le monde que tout est mis en œuvre, que M. Laurent Gbagbo puisse rentrer conformément à ce que le chef de l'État a dit. Il s'est mis en place un cadre de discussion. À aucun moment, le dialogue n'a été rompu. Les discussions se poursuivent donc. Une fois que quelque chose aura été arrêté, en ce moment, tout le monde sera informé de façon officielle. D'ailleurs, je peux vous annoncer que le ministre de l'Intérieur, qui poursuit ces discussions pour le compte du Premier ministre, doit recevoir demain une délégation des émissaires de M. Laurent Gbagbo. Je ne peux pas en dire plus, puisque les discussions se poursuivent, et quand les conclusions auront été arrêtées, tout le monde sera informé et de façon officielle. Le ministre de la Réconciliation a pris acte d'une date qui a été annoncée dans les médias et que tout le monde a découvert dans les médias. Pour notre part, nous nous en tenons au cadre des discussions qui a été mis en place pour que toutes les conditions soient réunies pour un retour apaisé de M. Laurent Gbagbo. Nous nous en tenons aux conclusions qui vont sortir de ce cadre de discussion. Prochain Conseil des ministres, le mercredi 23 juin 2021. Sur les sénatoriales partielles évoquées au Conseil des ministres, la CEI indique qu'en vue de pourvoir à la vacance des postes de sénateurs consécutifs
au décès des sénateurs élus dans les régions des Grands Ponts et du Kabadougou et de la démission de ceux des régions du Bunkani, du Gontougou et de la Nawa, la commission électorale indépendante, la CEI, porte à la connaissance de la communauté nationale que les candidatures aux élections sénatoriales partielles devront se tenir le 31 juillet 2021 dans les circonscriptions électorales concernées seront reçus dans la période du 10 au 17 juin 2021 selon les prescriptions du Code électoral. Et l'État renforce aussi la bonne gestion des affaires publiques. La haute autorité de la bonne gouvernance et le ministère désormais dédié à la question harmonise. Les deux entités se sont rencontrées ce mercredi afin de définir un cadre de collaboration pour plus d'efficacité. Un comité de travail permanent voit bientôt le jour, nous apprend Didier Nguessan. Ils ont décidé de mutualiser leurs efforts afin d'harmoniser les politiques sur le terrain. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance et le ministère de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption échangent sur les modalités pratiques de mise en œuvre. Un comité ad hoc mis sur pied va travailler à la mise en place d'un comité permanent de travail. Le ministre Zorobi a rendu visite au président Ngolo Coulibaly il y a quelques semaines. Et les deux personnalités ont convenu que leurs équipes travaillent ensemble. Les expertises du ministère aideront ceux de la haute autorité, mais aussi les expertises disponibles au niveau de la haute autorité se mettront à la disposition du ministère. Nous venons mettre en place ce cadre de coopération avec la haute autorité pour que la problématique des Ivoiriens soit prise en compte. Que les Ivoiriens sentent que l'État est en train de faire beaucoup de choses pour lutter contre la corruption, pour qu'effectivement on puisse rétablir la confiance entre l'État de Côte d'Ivoire et les populations également et les bailleurs qui viennent en Côte d'Ivoire. 5 583 personnes ont déclaré leur patrimoine sur 7 168 personnes assujetties, soit un taux de 77%. De même, sur 59 enquêtes engagées par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance au 31 mai 2021, 7 dossiers ont été transmis au procureur de la République, dont 6 en instruction et un jugement rendu en mars dernier. Des résultats qui seront consolidés avec cette approche inclusive, ministère et Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Une approche inclusive qu'on voit aussi entre l'État et le secteur privé. Les deux parties combattent ensemble la corruption. Une rencontre pour définir des politiques afin de promouvoir la bonne gouvernance. Une feuille de route sera adoptée au sortir des travaux. Des détails avec Jean-Luc Gbangbo. Comme bien d'autres secteurs en Côte d'Ivoire, la corruption touche également le monde des entreprises. Son impact sur ce secteur est indéniable. C'est le diagnostic fait par le représentant du secteur privé. La corruption est un frein aux investissements. Elle n'encourage pas l'investissement. La corruption crée des distorsions de concurrence entre opérateurs, entre entreprises. Cet atelier du groupe de travail sur la lutte contre la corruption est ainsi l'occasion de formuler plusieurs recommandations. Nous, secteur privé, nous recommandons au gouvernement d'adopter une politique forte de telle sorte qu'en matière de corruption, nous soyons à la tolérance zéro. Les impunités que quelquefois on a l'occasion de voir soient bannies. Ces préoccupations seront examinées pendant les 48 heures que dureront les travaux de cet atelier. L'objectif étant de développer des outils de lutte contre la corruption qui contribueront au renforcement de la bonne gouvernance. Notre secteur privé a une perception de la corruption, a des préoccupations en matière de corruption. Donc il s'agit ici pour nous d'asseoir un dialogue entre les départements clés du gouvernement et le secteur privé, afin que de ce dialogue soit dégagée une feuille de route consensuelle et qui nous engage tous à adopter cette politique de tolérance zéro à la corruption en vue de rassurer nos concitoyens. Plusieurs ministères en première ligne de la question de la corruption ont ainsi présenté leurs principaux acquis en matière de lutte contre le fléau, mais aussi les insuffisances et les réformes à instituer en vue d'atteindre l'objectif de zéro corruption. Un autre objectif à atteindre, la paix durable. Une mission que mène le ministre de la Réconciliation, Kwadwo Konan Bertin, multiplie les rencontres. Il a échangé avec Jeannot Ahoussou Kwadwo, le président du Sénat. Ils ont évoqué les initiatives pour renforcer la cohésion sociale. Michel Digré.
Alors, ministre d'État en charge du dialogue politique, le président du Sénat avait contribué à tracer les sillons de la réconciliation en Côte d'Ivoire après la crise de 2011. C'est cette expérience que Jana Ousou-Kouadio a partagée avec Kouadio Konambertin au cours de cette rencontre. Nous avons eu une séance de travail très enrichissante. Depuis le forum sur la réconciliation du temps de Seydou Diarra, jusqu'à la rencontre des 4 grands Ayam Sokro, le président du Sénat était un des témoins privilégiés de tout ce parcours. Donc c'est un sachant. À la matière, je peux m'en dire, c'est une bibliothèque. Donc pour nous, si nous voulons réussir, il nous faudra puiser dans cette bibliothèque. Le président du Sénat met en mission le ministre de la Réconciliation. Je lui ai dit qu'il avait un défi à relever afin que bientôt nous retrouvions le président Bédié, le président Ouattara et le président Gbagbo autour de la table de réconciliation et de dialogue, et que demain nous puissions dire qu'ils ont fait la paix. Ils ont fait la paix pour les Ivoiriens. Et toutes les résolutions qui vont être arrêtées pour faire cette paix doivent être appliquées de très bonne foi. Une réconciliation basée sur le respect des engagements, c'est la recette confiée à Kouadio Konambertin pour ramener la paix durable dans le pays. L'actualité politique dominée ce soir par la campagne pour les législatives partielles. On fait le point de ce mercredi. Rendons-nous dans la région du Ouorodougou. La campagne bat son plein dans la commune de Séguéla. Un candidat mobilise les électeurs dans la localité. Il porte les couleurs du PDCI et EDS. Abou Sanogo. Pour le scrutin législatif partiel du 12 juin prochain, Ali Bakayoko est le candidat de la coalition PDCI-EDS. À Séguéla commune, le candidat de l'opposition a opté pour la proximité. Les meetings de masse sont des meetings populaires qui vous donnent de faux résultats. Il faut faire du corps à corps. Ça fait 26 ans que je suis à la recherche du pouvoir législatif et qu'ils me fassent confiance pour que je sois leur interlocuteur dans l'hémicycle afin de pouvoir défendre avec mes pairs de l'opposition des projets pour nos parents. Le samedi, la fumée blanche va sortir. C'est l'opposition qui va gagner. Rendez-vous au soir du 12 juin prochain. Dans la région des Grands Ponts, c'est aussi la mobilisation des électeurs, mais pas que. Un candidat indépendant change de cap. Il se désiste et se range du côté du RHDP. Patricia Omouetia. À Toutou, Jacquesville commune et sous-préfecture. Ici, sur les 8 candidats en lice, l'un des candidats, notamment Romel Aka, du parti Unité, Amour et Paix, a rejoint le candidat du RHDP, Yurugu Pierre. J'ai choisi de me rallier au candidat, au professeur Pierre Yurugu, candidat du RHDP, parce que, justement, en termes de réalisme politique, il faut que nous nous mettions ensemble pour que notre département ait un leader, un député qui réponde aux aspirations du peuple. Et voilà, ce soir, les échos de la campagne électorale pour les législatives partielles du 12 juin. Et l'actualité, ce soir, c'est aussi le démarrage aujourd'hui des épreuves orales de l'examen du BEPC. L'oral se tient jusqu'au samedi 12 juin. Ensuite, la phase écrite qui débute le 14. Plus de 500 000 candidats attendus dans les centres d'examen. Logoretti, Grace Kando. Are you okay? Are you okay? All right. Can you read the test, please? Okay, thank you. What is the main idea of the test? Situation d'oral dans une salle de composition à l'école méthodiste de Cocody. Comme cette jeune fille, 509 609 candidats sont convoqués pour affronter l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session 2021. L'épreuve d'oral est un passage obligé pour tous les candidats. Pour l'instant, en tout cas, tout est calme. Nous avons eu tous les enseignants qui sont là, avec les candidats. Donc l'épreuve se déroule relativement calmement et bien. Images ou textes et 15 minutes de préparation avant de tester les connaissances linguistiques du candidat en anglais.
Le face-à-face candidat et examinateur est toujours moment d'émotion et de tension. J'ai choisi un texte parce que j'ai l'habitude de faire le test et ça me permet d'aller plus vite et puis de comprendre. Je trouve le test facile à aborder. J'attends mon tour. En fonction de ce qu'il a choisi, soit si c'est le test, il fait une lecture dans un premier temps pour qu'on entende comment est-ce qu'il lit, ou si c'est une image, il commence déjà à présenter l'image. Mais après la lecture, quand c'est un test, on commence à lui poser maintenant les questions. Ils sont 630 candidats qui affrontent l'épreuve d'anglais au centre du collège méthodiste de Cocody. En attendant les épreuves écrites prévues du 14 au 18 juin prochain, les résultats du BEPC sont attendus le 6 juillet prochain. Dans le monde agricole, deuxième jour de la conférence mondiale sur le caoutchouc, deux spécialistes de la filière EVA sont face à l'opinion. Ces experts lèvent des équivoques et rassurent le monde sur l'engagement de la Côte d'Ivoire à préserver l'environnement dans la culture de l'EVA. Noël Niagno. EVA culture ivoirienne, acquis et mutation vers une approche verte. Productivité et qualité, un duo gagnant-gagnant pour l'Afrique, sont au nombre des questions abordées ce deuxième jour de la tenue du premier sommet mondial virtuel sur le caoutchouc. Les animateurs, deux spécialistes ivoiriens de la filière, Kofi Kona Albert, secrétaire exécutif par intérim de la PROMAC, Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, et Oumar Ndiaye, directeur exécutif adjoint du FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Leur objectif, lever des équivoques et rassurer l'opinion internationale sur les avancées de la filière véhicole ivoirienne tout en préservant l'environnement. Au moment où le monde entier se préoccupe de la question de la durabilité, de la question des changements climatiques, il est bon que le monde entier sache que la Côte d'Ivoire, en tout cas en ce qui concerne son éviaculture, s'inscrit dans la démarche qui vise à faire de cette chaîne des valeurs une chaîne durable. Sur la question de la productivité, la Côte d'Ivoire fait mieux. La Côte d'Ivoire a une grande culture au niveau de la pratique de l'éviaculture, ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui des rendements qui sont les meilleurs au monde. Et ce n'est pas un fait isolé parce que ça fait une vingtaine d'années que nous supplantons le monde entier. Nous sommes devant les grands pays producteurs que sont la Malaisie, l'Indonésie, l'Inde, le Vietnam en termes de productivité et nous entendons le maintenir. Notons que les performances mondiales à ce niveau sont de l'ordre de 1,4 tonne, voire moins, donc en deçà du rendement à l'hectare de la Côte d'Ivoire. En technologie, voyons ces progrès de la zone franche. Le VITIB de Grand Bassam produit le premier ordinateur desktop et un smartphone, deux appareils issus de sa chaîne d'assemblage. Ils ont été présentés au ministre de l'économie numérique, Roger Adom. L'accomplissement de ce projet s'inscrit dans la vision de doter chaque Ivoirien d'un ordinateur et d'un smartphone. Jean-Marc Diadji. La Côte d'Ivoire dispose désormais de son premier ordinateur et de son premier smartphone. Le ministre de tutelle, Roger Adom, reçoit symboliquement les spécimens du directeur général du village des technologies de l'information et de la biotechnologie VITIB. Les smartphones et ordinateurs Made in Côte d'Ivoire ont été confectionnés dans une usine d'assemblage agréée par la zone franche du VITIB. Leur particularité, la prise en compte des réalités sociales et des langues ivoiriennes. L'objectif ici, à travers les langues, c'est de permettre en fait à ce que les gens puissent commander le téléphone à travers un système de reconnaissance vocale, un système de synthèse vocale qui a été développé. Donc sur le Djoula, qui est une langue majeure de la Côte d'Ivoire, sur le baoulé et le français. Donc l'idée c'est que je commande mon téléphone et dans une super application, je peux lui faire des choses. Je me déplace, je peux manger au restaurant. Aujourd'hui, nous avons une chaîne d'assemblage d'ordinateurs et de toutes sortes d'appareillages électroniques qui a une capacité de 4000 unités par jour. C'est une première dans notre pays, donc nous avons été très heureux de remettre à notre premier responsable les premiers échantillons qui sortent de cette chaîne parce que c'est bien sûr grâce à son soutien. Avec ce projet, ce sont plus de 80 emplois directs attendus dans l'usine de montage et d'assemblage de ces matériels électroniques et informatiques. Le ministre Roger Adom se dit satisfait de cette innovation technologique. La Côte d'Ivoire est honorée, la Côte d'Ivoire innove, la Côte d'Ivoire invente, la Côte d'Ivoire crée. Donc je pense que c'est ce que vient de prouver la société Serco dans les locaux du VITIB, donc à Grand Bassam. Donc voilà, on a montré que nous pouvons faire de belles choses
c'est une belle illustration. Donc on ne peut être que fier et honoré de cela. Les ordinateurs et smartphones fabriqués en Côte d'Ivoire s'inscrivent dans le cadre de 6 projets technologiques cofinancés par le gouvernement et un partenaire indien à hauteur de plus de 10 milliards de francs CFA. On s'intéresse aussi à la lutte contre la Covid-19 et une pandémie encore active. On voit le point de la journée. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mercredi 36 nouveaux cas de Covid-19, 24 guéris et 0 décès. La Côte d'Ivoire compte donc 47 547 cas confirmés, dont 47 061 personnes guéries, 306 décès et 180 cas actifs. 644 253 doses administrées au 8 juin 2021. C'était hier la journée mondiale des océans. L'événement célébré à Jacquesville, l'accent a mis cette année sur les moyens de préservation. Le ministre de l'Environnement a fait le point sur la protection des aires marines et côtières. On le voit avec Grace Kando. Le premier rapport sur l'état de l'environnement marin et côtier en Côte d'Ivoire, remis au ministre de l'Environnement et du Développement durable à l'occasion de la Journée mondiale des océans, célébrée à Ayua, un village de la commune de Jacquesville. Cette évaluation montre qu'il y a urgence en la matière et qu'il faut intervenir assez rapidement pour pouvoir restaurer, en tout cas, les écosystèmes marins et côtiers qui sont dégradés. Maintenant que nous avons identifié les problèmes, notre but maintenant, c'est à travers certains projets, aborder chacun des problèmes. Par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est de regarder les problèmes de pollution d'origine tellurique. Comment est-ce que le gouvernement de Côte d'Ivoire peut lutter efficacement contre la pollution qui vient des ménages? Comment est-ce qu'on peut aider le gouvernement de Côte d'Ivoire à empêcher les branchements illégaux, surtout les canaux de collecte d'eau de pluie? Les océans, c'est 90% de l'eau sur la planète et sont source de biodiversité, de nourriture et de vie. Leur pollution cause parfois de nombreux désagréments aux populations. Après la fête de Pentecôte, les gens ne sont plus allés en mer à cause des saletés que vous voyez. Et ça, c'est une des grosses difficultés. Tant que les gens ne sont pas allés en mer, nous n'avons de quoi manger. Nous n'avons pas de poissons. Pour la protection de l'environnement marin et côtier, des outils juridiques et institutionnels sont disponibles. On peut mentionner la loi relative à l'aménagement, à la protection et à la gestion intégrée du littoral. Cette loi permettra, entre autres, de créer une agence nationale de gestion intégrée du littoral et d'élaborer un plan d'aménagement et de gestion du littoral ivoirien. De plus, un programme national de gestion de l'environnement côtier a été mis en place depuis 2015. Pour des côtes marines propres et entretenues, du matériel de salubrité a été remis aux populations d'Ayua et le coup d'envoi a été donné par le ministre Jean-Luc Assis et des partenaires au développement. Journée mondiale des océans, ensemble donc contre la pollution. Dans le reste de l'actualité au Mali, Choguel Maïga promet de former un nouveau gouvernement inclusif d'ici à dimanche. Le Premier ministre a eu des entretiens avec le nouveau président de la transition, Assimi Goïta, la CEDEAO, accompagné de représentants de l'Union africaine et de l'ONU. Il a également affirmé que les discussions avec les partis politiques et les organisations de la société civile ont bien avancé. Choguel Maïga assure que la transition se déroulera dans les délais impartis avec une fin prévue dans 9 mois. Jean-Claude Cassibrou, président de la commission de la CEDEAO, s'est réjoui de ces garanties. 5 mois après son élection, Joe Biden s'envole pour son premier déplacement international, direction l'Europe. Un marathon international de 8 jours pour incarner le retour du leadership américain et tourner la page de la présidence Trump. C'est une tournée pour mobiliser les démocraties du monde entier lors de sommets avec les partenaires du G7, de l'Europe et de l'OTAN, également marqué par une première rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Marine Cognan. Ce soir, le sage nous apprend que l'abeille qu'on force à rentrer dans la ruche ne fera pas de miel. Dieu le voulant, on se retrouve demain.